Bonjour Laurent, Bonjour Nagui. bienvenue dans le roller coaster, je t'en prie, viens Merci. t'installer. Découvrez le roller coaster de Laurent Moisson, fondateur des Forces françaises de l'industrie, et vous allez découvrir comment on réindustrialise en France. Et au bout d'un moment, on voit ces gens et on se dit, mais pourquoi pas moi? Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne YouTube Roller Coaster Show. Tu peux accrocher ta ceinture. Clique. Voilà. Bon alors dis-nous tout, est-ce que tu es déjà monté dans un roller coaster? Tout à fait, plusieurs fois. Dans quel roller coaster? Alors, je crois que le premier, ça devait être en Angleterre. Ouais. Ensuite, j'ai fait les parcs aux États-Unis, donc il y en avait quelques-uns, avec des grandes pancartes disant que si on n'est pas comme ci, comme ça, eh bien, on pouvait le prendre. Ok. Et après, bah voilà, avec mes enfants notamment, parc Astérix ou ce genre de choses. Tu les as initiés. Ouais, enfin, ils m'entraînaient surtout. Voilà. Ils voulaient le faire. Voilà. Bon, je suis ravie de t'accueillir, j'espère que tu es prêt pour faire vivre des sensations à Je tout ne sais le pas à quoi, mais je suis prêt. Alors, on monte dans le wagon. Est-ce que tu peux te présenter Oui. succinctement? Donc, je suis Laurent Moisson, j'ai 49 ans, j'ai une vie d'entrepreneur diverse. Hein. J'ai commencé assez tôt. J'ai lancé ma première start-up en 2000, peut-être fin 99 même. Voilà. Et depuis, j'ai été dans différentes structures, soit parce que je me suis fait racheter, soit parce que j'ai racheté, soit parce que j'ai vendu et j'ai recréé. Enfin, voilà. Un vrai entrepreneur avec tous ses montées, descentes, looping, la totale. Voilà. Bon, d'ailleurs, on a ton dessin. Oui, si on peut appeler ça un dessin, pardon. Est-ce qu'on avoue qu'il a été fait il y a 5 minutes? Si je ne l'avouais pas, on dirait que je suis encore plus nul que je le suis. Donc oui, j'assume complètement le côté derrière des dernières minutes. Oui. Alors, on commence cette aventure. Est-ce que tu peux nous expliquer donc cette montée-là? On a un grand pic. Bah voilà, c'est la fameuse start-up qu'on a créée avec deux amis. Ouais. En 2000, à l'époque où c'était juste avant, je crois qu'on est sorti un mois après, la bulle des dot-com a explosé. Mais c'est parti très fort en audience. Alors évidemment, il n'y avait plus de business model à l'époque parce que tous les annonceurs qui faisaient la rentabilité de ce type quand on avait de l'audience, on arrivait à la rentabiliser grâce à des annonceurs, hein, comme aujourd'hui. Ouais. Sauf que les seuls qui investissaient vraiment, c'était les boîtes qui avaient levé de l'argent pour montrer qu'elles valaient encore plus cher en dépensant beaucoup d'argent pour avoir plus de trafic. Donc on était sur des niveaux de valorisation complètement débiles où c'était pas du tout on valorisait pas un chiffre d'affaires ou ce genre de choses, mais une audience, des abonnés, des newsletters ou des choses comme ça. Donc il y avait une course à l'abonné qui faisait qu'il y avait beaucoup d'argent qui était dépensé, on va dire, avant l'éclatement de la bulle par ce type d'entreprise. Et quand nous, on est sortis, je crois que ça devait être concomitant à un mois après, la bulle explose. Alors au début, personne n'y croit en disant « mais non, ça va revenir, ça descend, mais justement, ça va remonter ». En fait, ça a été plus grave que ça. Donc nous, on a dû tout de suite switcher sur un modèle événementiel, hein, puisque c'était en fait une plateforme qui faisait la promotion de jeunes talents musicaux. Ok. Donc c'était comme MySpace, mais 5 ans avant. Voilà. D'accord, d'où l'idée, c'est toi, c'est... Alors c'est une idée qui a germé, mais comme souvent dans mes entreprises, c'est quelqu'un qui met un truc sur la table et puis on discute et au bout d'un moment, ça donne un produit qui n'était pas complètement celui qui était prévu et qui finalement, en tout cas en ce qui concerne celui-ci, a eu un succès d'audience hallucinant puisqu'on est rentré assez rapidement dans les 5 plus grosses audiences musicales d'Europe. C'était l'époque du MP3. Oui, bah oui. Et la DSL arrivant, et puis c'est vrai que les majors du disque à l'époque n'étaient pas très internet friendly, hein, c'est-à-dire qu'elles voyaient beaucoup plus le piratage ou ce genre de choses que des modèles à travailler. Donc elles allaient peu sur internet. Il y avait d'énormes problèmes sur les droits puisqu'on ne savait pas trop comment il fallait se positionner. Et donc nous, on s'est engouffré là-dedans. Et très rapidement, on s'est rendu compte que pour faire la promotion de ce média, on avait peu de moyens. Donc on a commencé à raconter des petites histoires marrantes, de faire des animations. Alors à l'époque c'était du flash. Justement, j'allais dire, à l'époque, on n'était pas du tout sur Non, c'était... les Reels, les Non, TikTok, etc. non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Donc c'était quoi les méthodes Alors les méthodes, nous d'abord, on était nativement communautaire, hein, c'est-à-dire, c'était vraiment le modèle MySpace, c'est-à-dire offrir un espace à un groupe qui pouvait annoncer ses concerts, mettre ses photos, discuter avec ses fans Ok. et charger sa musique.
Donc ça, déjà, on s'est appuyé sur des gens qui avaient une certaine influence et qui venaient, on va dire, qui faisaient venir leur propre public chez nous. Donc en fait, ils étaient partie prenante de notre propre promo. D'accord. Voilà. Donc ça a généré, j'allais dire, un premier élément d'audience. Et puis c'est parti assez vite. On a commencé à faire beaucoup de vues, beaucoup de téléchargements. On s'est mis à faire des concerts. Ouais. Et là, le système concert a très bien marché, puisque notamment on s'est positionné avec des groupes notamment d'étudiants. Et on a eu toutes les grandes écoles qui venaient. On organisait des sortes de derby entre des grandes écoles et tout. On avait plein de recruteurs qui venaient pour recruter, parce que c'était encore la fête. Hein. Il y avait beaucoup d'embauches. Tout le monde disait, moi je veux embaucher les prochains jeunes talents qui vont disrupter je ne sais pas quoi. Et ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait bien jusqu'au 11 septembre. Ouais. Où moi d'abord, on a eu une alerte terroriste. Hein. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler de l'époque. C'était une époque où on a vidé les tours de la Défense. Tout le monde devait sortir du bureau parce qu'on pensait qu'il pouvait y avoir un avion qui allait s'écraser dans une tour de la Défense. Vos bureaux étaient à la Défense? Pas du tout. Non, mais c'était l'ambiance générale. D'accord, oui. L'ambiance générale, c'est tout le monde à la trouille parce que ce qui se passe aux États-Unis, ça peut se passer chez nous, etc. Et puis, en fait, j'allais dire l'investissement, d'une part, dans des événements, c'est complètement gelé. Ok. Moi, je me rappelle, une tournée avec Cronenbourg à l'époque, qui était sur 6 dates, qui devait commencer d'ailleurs, hein, comme quoi il y a des noms dont on se souvient, au Bataclan. Ah oui. Oui, bon, c'était pas la même période, mais c'était la même ambiance. Ouais. Et qui, du coup, a dû s'arrêter parce que plus aucune assurance ne finançait ces événements dans un contexte de risque terroriste. Donc ça a été la première baffe. Et donc ça a impacté votre business? Et ça l'a complètement stoppé, quoi. Ça l'a complètement stoppé puisque tout était... En fait, la difficulté, c'est que le premier concert a été reporté, puis une fois, puis une autre, mais on dit non, mais ça va revenir, et puis en fait, c'est jamais revenu. Donc c'est compliqué de se dire, c'est pas grave, on va garder le staff. Moi, j'avais embauché. On était sur notre 4e tour de table. Ah, donc vous étiez combien à cette époque-là? On était quand même une petite vingtaine. Hein, donc voilà. Un peu moins. On était en train de monter à une vingtaine. Mais ça veut dire que 4e tour de table, ça commence à être beaucoup d'argent. Bah oui. Et je suis passé je me rappellerai toute ma vie, je relançais les gens qui avaient reçu leur bulletin de souscription, donc qui étaient déjà des gens qui avaient validé. Et je tombe sur l'un d'eux qui était un type hyper sympa, qui bossait dans l'hôtellerie, qui avait du succès là-dedans, et qui suivait l'aventure depuis longtemps, qui n'avait pas été au précédent tour de table, mais qui a dit non, mais j'aime bien, allez, finalement j'y vais. Et je lui dis, bon alors, dépêche-toi, parce qu'il n'y en aura plus. Et là, il me dit, c'était un type adorable, et là, il met une drôle de voix, et il me fait, t'as une télé à côté là? Je lui dis, non. Ouais. Il y en a une dans la boutique d'à côté. Alors je vais à la boutique d'à côté et je dis j'allume sur quelle chaîne? Il me dit n'importe laquelle. Et là, les tours avec le truc, je suis resté comme ça. Il m'a dit écoute, moi je suis dans l'hôtellerie. L'essentiel de mes clients sont américains. Plus personne ne va prendre l'avion. Donc je garde mon cash parce que je vais en avoir besoin. Et je te souhaite bon courage. Ouais, donc là, ça a annoncé déjà... le tour de table est tombé en l'espace de quelques jours. Et donc, si tu veux, quand tu es comme ça... il a fallu que je vende l'entreprise extrêmement rapidement, donc j'ai réussi à le faire pour pas grand-chose évidemment, mais bon, psychologiquement c'est quand même assez compliqué de se dire ça y est, on est super, c'est parti, on parle de millions, machin, et puis après il faut vendre ton truc Donc, au mec qui passe par là, parce que sinon c'est là que tu déposes quoi. C'est pas la volonté que tu avais au départ en fait. Toi tu étais dans une stratégie de pérennisation plus qu'une stratégie d'exit. Exactement. Moi on était vraiment en pleine bourre, ça fonctionnait bien. Donc on a vendu ça à quelqu'un qui souhaitait en fait investir, qu'on n'a rien fait en fait, parce que du coup il a tout récupéré. Et donc cette période-là, elle a duré combien de temps? Parce que là on voit la chute, hein, c'est une vraie chute. La chute moi, j'étais passé à autre chose en janvier qui a suivi. Donc, ça a été septembre, le 11 septembre, on a vu qu'il y avait un problème. Mais à l'époque, moi, j'étais trop dans le truc pour me rendre compte que c'était vraiment la fin. Ouais.
et qu'il fallait vendre, donc qu'il allait falloir vendre, pardon. Donc ce que j'ai fait, j'ai récupéré un peu d'argent. Et là, ça m'a permis, j'ai dû reprendre un boulot, parce que quand t'es patron, surtout à l'époque, t'avais pas le chômage. Ouais. Je me rappelle, mon épouse était enceinte, on attendait notre premier. Moi, j'avais 25 piges, je crois. 26 peut-être. Il fallait tout gérer, quoi. Ouais, puis on n'avait rien, on habitait dans 17 mètres carrés, elle n'avait pas de boulot, elle était encore étudiante, c'était un enfer. Et donc, il a fallu se retourner. Notre fils est né en janvier et j'avais un boulot à l'époque. J'ai pris n'importe quel boulot. Et entre-temps, je regardais ce que je pouvais faire. Et donc, j'ai rencontré la personne qui m'a mis sur la courbe ascendante, là, qui, lui, avait un cabinet de conseil qui faisait du marketing et de la stratégie dans les télécoms. D'accord. Et qui était en difficulté. Et qui avait entendu parler de moi par un ami commun, et qui a dit, voilà, Laurent, je pense que j'aimerais bien que tu prennes en main une de mes filiales parce que il faut la dynamiser un peu commercialement. Alors, moi, j'ai dit, écoute, je connais rien aux télécoms, je ne fais pas de consulting, je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi pas ? Pourquoi pas, allons-y. Et donc, le point, c'était de dire, moi, je voulais quand même récupérer une partie des parts, donc j'ai assez rapidement discuté avec lui pour dire, voilà, moi, je veux continuer à être entrepreneur, etc. Donc, il en a validé le principe. Alors, la réalité, c'est que c'est arrivé un peu plus tard, mais en tout cas, c'était OK. Donc, en fait, tu as quitté ton job qui était un petit peu alimentaire, entre guillemets. Qui était complètement alimentaire. Voilà, pour directement... C'est pour ça que moi, j'ai tout à fait beaucoup de respect pour les gens qui ont des jobs qui leur conviennent pas. C'est pas très grave. On n'est pas obligé d'avoir un alignement parfait entre... ce qu'on pense et ce qui nous rémunère. Il y a des moments où il faut faire bouillir la marmite. Moi, j'avais un gamin. Il faut bien lui payer les couches. Ouais. Donc, je l'ai fait. Et puis, je suis parti dès que j'ai pu. Sur là-dessus. Et tout de suite, j'ai eu en fait un retournement d'entreprise à faire. Parce qu'en fait, la dynamisation du business, c'était qu'il n'y avait pas de clients. Ah oui, c'est compliqué. Ou très peu. Il y avait 1 ou 2 clients et il y avait 25 mecs. Et voilà. Donc il a fallu sauver la boîte, la retourner, ce que j'ai fait assez rapidement. En 1 an, c'était fait. La boîte, du coup, avait pas mal décru en effectif parce qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de taf, quoi. Donc voilà. Et puis après, il m'a dit, tu sais quoi, il faut faire la même chose sur la maison mère. Donc là, je suis rentré sur la partie maison mère où j'ai découvert des gens qui étaient... hyper bien et tout, et en fait on s'est dit on va ensemble, on va redresser la boîte et on va la racheter, en tout cas s'associer beaucoup plus largement au propriétaire du truc qui lui était plutôt volontaire. Bon, après il y a eu des petites fâcheries entre lui et mes 2 collègues avec qui on voulait reprendre, donc les 2 sont partis. Moi j'ai dit, vous êtes dingue, il faut rester là, on est en train de faire du bon boulot. Et donc, c'est là où moi j'ai réussi à m'associer dans le dur. Enfin, c'est là où, plus exactement, les éléments d'association sont arrivés, se sont matérialisés. On a redressé, j'ai fini de redresser. On a vendu 1 an et demi après, et ça a été un très bon coup, puisque je suis arrivé, je crois, sur la maison mère, sur cette société qui n'était pas très grosse, qui faisait 2 400 000 € de chiffre d'affaires, je crois. Ça faisait 700 000 € de pertes. Ah oui. Donc il y avait vraiment beaucoup de pertes. Ouais. Et 1 an et demi, je dirais 2 ans après, ça faisait plus de 5 millions d'euros. On a vendu, moi j'ai trouvé quelqu'un pour reprendre ça. En fait, tu as senti en toi quand même que tu es passé du mode entrepreneur. Ouais. Tu as une scalabilité quand même assez impressionnante entre deux entreprises quand même, parce que c'est quand même, ça n'a rien à voir. Tu as rejoint un autre projet et tu en as fait... Oui. Tu t'es découvert ce profil de croissance sur une Oui, structure. Ça, effectivement. De toute façon, à l'époque, j'étais encore très jeune, puisque je crois que la start-up, ça c'est fini, je devais avoir 25 ou 26 ans. Donc j'ai commencé au même moment. Parce qu'à cette époque-là, on parle de l'époque, mais les startups, on n'était pas encore au dynamisme qu'il y a actuellement. Ah non, les startups à l'époque, c'était mort. Tout le monde avait dépensé des millions, voire des centaines de millions pour mettre monnom.com avec 2 O au milieu, un K. Voilà. Et donc ça a été complètement la folie débile d'un côté. Et quand ça s'est arrêté, ça ne marchera jamais. Ouais. Donc
il y a eu plein de bonnes idées qui ont été sacrifiées parce qu'il fallait tout balancer, le bébé, l'eau du bain et tout. Donc en fait, on est passé d'un extrême à l'autre. Donc moi, j'ai découvert ça en me disant, ok, très bien, j'ai compris maintenant les marchés financiers. C'est qu'en fait, on passe de la voracité absolue, l'appât du gain partout, à la trouille, la panique, où il faut tout balancer. Ouais. Et donc quand tu as compris ça, tu te dis, ok, finalement, un entrepreneur, c'est celui qui arrive alors que ça monte très très vite, très très haut et parfois de façon idiote à garder un cap. Et quand ça baisse très très vite et que plus personne ne veut le faire et tout, qui arrive quand même à maintenir les choses. Voilà, donc il faut une certaine vision, il faut être têtu, il faut de la ténacité, il faut y aller. Voilà. Donc ça, effectivement, je savais que j'étais têtu déjà, ça je le savais bien. Donc j'ai pu effectivement mettre ça à l'épreuve des faits et me rendre compte que j'avais un impact. Et je te dis, on est passé aux alentours de... On a vendu un peu plus de 5 millions, 5,5 millions, je vais dire. La société à qui on a vendu m'a proposé de m'associer. Donc c'est-à-dire que j'ai vendu mes parts et j'en ai racheté à la fin de la négociation. Et j'ai gardé en fait moi ce périmètre qui faisait du conseil en marketing et en stratégie dans les télécoms. Quelques années, je l'ai monté à 17 millions. Donc ça a été une belle croissance. Alors c'était une belle croissance, pas parce que je suis un génie, essentiellement parce que les télécoms se sont mis à acheter tout ce qui bougeait, à se lancer à acheter des fournisseurs d'accès Internet. Donc, ils ont fait des audiences Internet énormes. L'Internet mobile est arrivé. Ils sont mis à acheter des banques ou à en créer, des agences de voyage. Enfin bref, en fait, ça a adressé tous les secteurs de l'économie en partant des télécoms. Donc, comme on était très fort dans les télécoms, on a suivi ça. Et on s'est retrouvé dans tous les secteurs. Et donc moi, j'avais finalement des consultants partout. Partout, dans tous les secteurs. Et donc j'ai fini par prendre la présidence de cette entreprise dans un contexte qui était difficile puisque les associés fondateurs, parce que moi j'étais une pièce rapportée, s'entendaient plus. Ouais. Donc le président a été débarqué. Moi au début on m'a dit... j'avais quand même des scrupules à reprendre ça, même si je ne m'entendais pas bien avec le président, parce qu'on avait des divergences assez fortes. Mais bon, j'ai dit, écoutez, moi ça m'embête. On m'a dit, t'inquiète pas, la boîte, de toute façon, elle est déjà vendue. On a déjà une entreprise cotée qui va la reprendre. Donc, ça va durer 3 mois. Ouais, voilà. Alors, moi, j'ai dit, écoutez, si c'est pas... Et en fait, il y a eu Credit Crunch au moment où ça s'est fait. Donc, les 3 mois ont duré 3 ans. D'accord. Et là, j'ai dû, en fait, me débrouiller tout seul parce que, j'allais dire, d'abord, c'était pas bien remis de la crise de 2008. Ouais. Donc moi, l'activité que je gérais avait cessé de gagner de l'argent, ça gagnait beaucoup d'argent. C'était venu à l'équilibre. Par contre, l'autre partie, qui était plus technique, qui gagnait pas beaucoup d'argent quand tout allait bien, s'est mis à en perdre beaucoup. Ah oui, donc là, il fallait... Voilà, donc là, il a fallu fermer on avait des centres de production. Bon, j'allais dire, on n'avait pas non plus... C'était une période quand même difficile parce que quand il faut fermer des sites, quand il faut licencier des gens, c'est pas marrant. Ouais. Donc, et puis surtout que ça s'est fait vraiment... On avait des gros problèmes de cash, il y avait un danger mortel pour l'entreprise. Mais il fallait le faire. Alors j'allais dire, c'était quand même des profils très employables. Donc j'avais pas ce scrupule qui était de dire, voilà, il faut que je ferme un centre de production avec des gens qui ne retrouveront jamais de travail dans leur truc. Mais quand même, c'était quelque chose... moi, j'estimais que là-dessus, il y avait quand même des moments où on perd un peu de son humanité. Ah, c'est sûr, c'est compliqué. On perd beaucoup de fierté. Ouais. C'est pas facile. Alors bon, j'allais dire, je me raccrochais au fait de dire j'ai récupéré une situation que je n'ai pas, j'allais dire, provoquée, et il faut bien la nettoyer. Ouais. Mais bon, on se cache un peu derrière son petit doigt et c'est vrai que c'est pas marrant. En attendant, on a réussi, d'où le petit truc comme ça, on a réussi à stabiliser l'entreprise. Ouais. Et j'ai essayé de la racheter. Ouais. J'ai essayé de la racheter parce que bon, comme plus personne s'entendait,
La question, c'était de dire on la redresse et on la vend. Donc il y a eu ce premier chevalier blanc qui devait nous reprendre et ça n'a pas fonctionné. Donc après, j'ai dit écoutez, quitte à ce que vous la vendiez, laissez-moi l'opportunité de racheter. Donc on m'a dit tu n'y arriveras pas, je nous le temps, machin, truc. Bon, j'ai été chercher des fonds. J'ai trouvé au bon prix. Et à chaque fois, c'est arrivé 2 fois, pendant l'été, il y en avait un qui changeait d'avis, qui disait non, finalement, on peut avoir plus. Donc j'aurais dit à la fin, écoutez, débrouillez-vous. Et on a structuré en fait la vente avec une vraie banque d'affaires qui a fait le truc et qui a permis la vente, qui était une vente complexe parce qu'il y avait des problèmes d'ego un peu partout, parce que l'entreprise avait également décru, puisque quand on ferme des centres de production, autant dire qu'on a un peu moins de monde. C'est un métier où on compte beaucoup les bonhommes. Donc on se dit, 450 bonhommes, là on en a 350, c'est moins bien et tout, mais enfin bon, au moins l'entreprise était, on va dire, était là-dessus sauvée. Et moi j'ai pris mes clics et mes claques en 2024. L'entreprise a ensuite été reprise par quelqu'un qui en a fait quelque chose de très bien. Et là, tu remets une pièce dans le manège et tu repars sur Donc là, je repars sur complètement autre chose avec beaucoup d'expérience accumulée, puisque à cette époque, j'ai 40 ans. Donc j'avais géré plusieurs centaines de personnes, j'avais dû faire des plans compliqués, j'avais dû lever des fonds, j'avais dû fermer, vendre des sociétés, j'avais dû en racheter d'autres, voilà. Travailler en famille, donc là tu reprends. Et là je reprends, alors c'est un moment qui personnellement est un moment compliqué puisque ma mère à l'époque avait un cancer. Alors on ne savait pas si c'était encore sauvable ou pas, mais elle s'inquiétait un petit peu pour un de mes frères, qui est un garçon très créatif mais un peu barré. Et voilà, elle m'a dit, écoute Laurent, si tu peux regarder un peu. Et puis comme lui, ça faisait longtemps qu'il voulait travailler avec moi, on s'est dit, allez, on va travailler en famille. Donc j'ai mis mes gros pieds dans son écosystème, qui était un truc très expérimental et tout, mais qui avait, je trouve, du potentiel. Où en fait, il y avait tout un collectif d'artistes. Et il faisait des ponts entre ça et le monde de la publicité, de la création, de l'audiovisuel, etc. En disant, plutôt que prendre des professionnels, mais qui sont des gens qui vont vous servir la soupe, prenez des purs talents créatifs, et là, vous allez avoir des trucs extraordinaires. Donc sur le papier, c'était vachement sympa, sauf que gérer des artistes, c'est pas comme gérer des pros. Voilà. Et puis on s'est rendu compte avec le temps que travailler en famille là-dessus, ça avait certains points positifs, mais d'autres un peu plus compliqués. Puis surtout, lui, il en avait marre assez tôt. Il voulait passer à autre chose. Donc la descente, là. Voilà. Donc moi, je lui ai racheté ses parts, mais au moment de la descente, parce que en fait, il était tellement passé à autre chose qu'il y avait des moments où il faisait un peu n'importe quoi, il se lançait dans des grandes aventures que moi je trouvais pas du tout liées avec ce qu'on faisait. Et ça a eu un impact sur l'entreprise. Alors non, pas tellement sur notre relation, parce que lui, c'est quelqu'un d'assez transparent. Mais il voulait passer à autre chose. Après, lui, il est devenu très, 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 très écolo. Il voulait vraiment être militant sur des choses. Et on arrivait à des prises de position anti-entreprise, anti-machin. Et puis, il faisait ça le week-end. Et puis, le lundi, on allait voir des mecs pour leur dire « Vous voulez pas qu'on vous vende une campagne de pub ?» Oui, c'était un peu antinomique. Bon, il y a un moment, il fallait voir ce qu'on pouvait faire ensemble et tout. En attendant, on a eu, là aussi... on a été très impactés par les attentats, par Charlie et surtout par le Bataclan. Parce qu'à l'époque, moi, je commençais déjà à racheter aussi des petits commerces, à investir dans ce qu'allait devenir les FFI, c'est-à-dire des métiers qui sentaient la France avec une... Alors FFI, est-ce que tu peux nous dire ? Force française de l'industrie. Voilà. Donc c'est un mouvement d'entrepreneurs qui milite, d'entrepreneurs et d'investisseurs qui militent pour réindustrialiser la France. Et là, il y en a besoin. Et il y en a besoin. Et donc, en fait, moi, j'y suis arrivé progressivement. Bon, d'abord, j'avais une conviction que j'essayais d'acheter Made in France dès que je pouvais. Et moi, j'y suis arrivé en me disant, finalement, j'ai vu tout ce monde du digital, de la tech, etc., où il y a plein d'investisseurs qui prennent des risques quand même d'investissement assez forts
sur des métiers sur lesquels on n'a pas une réputation internationale très forte, parce que la tech, on a d'excellents ingénieurs, mais on n'a pas cette réputation. On n'est pas américain, chinois, indien ou, je sais pas moi, israélien. Voilà, qui, eux, on dit les startups, c'est là-bas, quoi. Voilà. Pourtant, on a réussi à faire quelque chose. Et moi, je me dis, oui, mais ok, on a une réputation, on a une image, vraie ou fausse, mais en tout cas, on a cette image, on a cette étiquette. Pourquoi ne pas investir dans ces métiers-là? Et j'ai découvert tout un monde de talents qui était assez boudé par la sphère de l'investissement, parce qu'on trouvait que alors si, il y a les Bernard Arnault & Co, mais c'est à une échelle qui n'a rien à voir, mais en gros, entre lui et le type qui monte son truc d'artisan dans son coin, il y avait des choses, mais finalement pas assez. Et moi, je me suis dit, c'est là que j'aimerais bien me positionner, et comme j'étais dans cet écosystème un peu artistique, il y avait un super pâtissier, il y avait des gens qui faisaient des trucs de leurs mains, c'était extraordinaire et tout. Et donc là, j'ai eu envie d'investir là-dessus. Donc j'ai commencé à prendre des parts dans des restaurants, puis on avait beaucoup d'événements, beaucoup de choses avec des marques, avec des investisseurs qui venaient. Enfin, c'était un écosystème très riche. Et on a quand même été assez impacté par cette histoire d'attentats qui, évidemment, faisait que les gens sortaient moins, qu'à nouveau, on évitait d'investir. Que tout ce qui était événementiel, ça a été... moi, je me rappelle, on a eu des annulations extrêmement coûteuses pour nous en l'espace d'un mois. Là, ça a changé complètement l'écosystème. Ça a été épouvantable. Donc là, pareil, rechute pour les mêmes raisons, quasiment que les premières, sauf que j'avais gagné en expérience, donc ça n'a pas été jusqu'en bas. Ouais. On rebondit toujours plus vite. Ouais. Donc c'est parti quand même... parce que là, j'avais du monde quand même. On avait une bonne petite équipe avec des gens bien payés. Ça n'a pas été simple, mais j'ai rebondi en fait en raccrochant moi mon métier d'avant, qui était plus un métier de conseil en stratégie ou alors une bonne connaissance de la tech. Et ça a plutôt bien marché. Et après, je me suis dit bon, allez, je vais lancer toutes ces activités autour de l'investissement dans des boîtes made in France. Donc j'ai été jusqu'au bout de cette envie. C'est-à-dire de dire au début, j'ai été voir un peu tous les investisseurs que j'avais vus au moment où j'avais vendu ma boîte, qui m'ont dit ah ouais, présente-nous ton nouveau projet, puis ils se sont tous dit ah c'est sympa, mais trouve quelqu'un qui investit et moi je serai le deuxième. Donc à force d'aller voir des gens qui voulaient être le deuxième, j'ai eu aucun fonds qui a suivi et j'ai appelé quelques potes et on a mis de l'argent nous. Et puis, il y en a d'autres qui sont venus, puis d'autres encore. Et là, on a eu, d'où le fait que ça monte très fort, là, on a eu hier un des gros du marché qui a accepté de nous suivre. Donc là, ça va être une bonne nouvelle qu'on va annoncer bientôt. Félicitations, déjà. Merci. Voilà, où là, on part sur des investissements, parce que, j'allais dire, on a levé quelques millions, nous, entre potes. Là, on va partir à quelques dizaines de millions. Donc ça veut dire que tout cet écosystème autour des forces françaises de l'industrie... avec un mouvement qui regroupe des entrepreneurs et des investisseurs qui s'entraident, qui se voient, qui pleurent ensemble, qui rient ensemble, qui se passent du business, qui chassent en meute. On a créé un accélérateur qui est là pour dire vous avez des moments en fait, dans votre vie d'entrepreneur qui demandent un peu d'assistance, une levée de fonds, un changement d'échelle, l'acquisition d'une entreprise, la création d'une usine ou je ne sais quoi, ça demande des compétences hard là-dessus. Tout à fait. Et il faut sourcer les bonnes personnes et mettre ça dans une méthode d'accélération. Donc en fait, moi j'ai créé dans cet écosystème une boîte de services qui permet de faire ça. Et en fait, qui se connecte avec tous les gens qui sont dans l'écosystème où il y a maintenant 600 membres. Et on trouve toujours une bonne personne qui est de tel secteur ou de tel autre. Et puis, non, mais c'est bien de dynamiser le hardware, parce qu'en ayant fait partie, j'ai connu aussi les mêmes histoires des problématiques de financement du hardware en France, et c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est que le software, tout le monde est là, le hardware, c'est plus compliqué, mais le monde est fait de hardware, donc... Et oui, mais on a perdu cette culture. Exactement. En France. C'est-à-dire que la culture industrielle, avec effectivement des retours sur l'investissement qui sont plus longs, alors après, c'est moins risqué aussi que les startups de pure soft. Mais ça prend du temps, il y a des contraintes. En plus, la France a pris toutes les mesures qu'il ne fallait pas prendre en 30 ans, on va dire, de l'arrivée de Mitterrand jusqu'à l'arrivée de Macron, on va dire.
de droite, de gauche, tout le monde a été nul. Ouais. Macron comprend un peu mieux les problématiques industrielles. Enfin, il a appris, parce qu'au début, il n'en trouvait que dalle. Mais enfin, il a peut-être un peu plus écouté, peut-être aussi parce qu'il y a eu la crise des Gilets jaunes, on s'est aussi rendu compte qu'on ne savait pas produire des masques et tout. Donc, je pense qu'il a eu des choses qui lui sont remontées au visage en disant « Ah ouais, là, il faudrait peut-être s'en occuper ». Et en attendant, maintenant, ça va mieux et on pense qu'il y a une accélération autour de cette volonté d'investir dans le Made in France qui va faire que cet écosystème qui était l'un des premiers à se positionner là-dessus, toujours avec moi mes méthodes, parce que tu vois, tout au début, là, ce que j'ai griffonné, c'est dès ma start-up, je me suis intéressé à l'influence. C'est-à-dire comment on arrive à trouver des relais d'influence avec des gens qui vont adhérer à une cause. Là, au début, c'était des artistes qui disaient moi, j'ai intérêt à parler de cette plateforme parce que finalement, je suis dessus. Et donc, si je fais ma promotion, les gens vont venir sur cette plateforme. Donc, moi, j'ai délégué ça. J'ai influencé des gens qui eux-mêmes étaient influents. Mais là, on fait la même chose. C'est-à-dire qu'on a créé ce réseau qui est en train de devenir un média, finalement, et qui commence à avoir une grosse voix sur le Made in France, parce qu'on a une tonalité particulière, parce que c'est aussi une thématique qui commence à être chère à un certain nombre de personnes. Et on le fait. Et ça, je l'avais expérimenté également une deuxième fois avec la création de Les Déviations, qui est finalement un média qu'on a lancé en ligne avec une journaliste qui est passée à autre chose depuis et qui a pour objectif de parler des gens qui changent de vie. Oui. Donc ça, c'est très émotionnel, vous racontez la vie des gens qui se sont fait plaquer, qui ont des problèmes avec leurs enfants, qui ont fait un burn-out, qui se demandent pourquoi ils se lèvent le matin, tellement ils ne comprennent même plus le sens de leur métier, et qui décident un beau jour de changer de vie. Et moi, ça, j'ai voulu raconter ça, parce que je trouve qu'on est à un moment où tout le monde se plaint en disant on est une génération de sacrifiés, l'époque est terrible et tout, mais non. L'époque n'est pas terrible. Moi, je suis historien à la base. Je peux vous dire que je préfère vivre le stress qu'on a aujourd'hui sur un certain nombre de points plutôt que la peste noire du XIVe siècle. Bien sûr. Enfin, du XVIe, du coup. Mais enfin, vous voyez le truc. On ne se rend pas compte qu'on a aujourd'hui les moyens et la liberté de choisir un certain nombre de choses dans notre vie. Alors, c'est stressant dans le choix, mais on peut le faire. Donc, je me suis dit, racontons l'histoire des gens qui ont décidé de changer de vie pour montrer que c'est pas que des champions du monde de je sais pas quoi, des gens qui ont une réussite extraordinaire. Ça pourrait être votre voisine, ça pourrait être ta sœur, ton cousin ou je sais pas quoi. Et au bout d'un moment, on voit ces gens et on se dit mais pourquoi pas moi ? J'ai l'impression que c'est toi, j'ai l'impression que c'est moi. Voilà. Donc c'est ça le sujet. Le sujet, c'est de dire comment est-ce qu'on peut créer des contenus qui vont toucher les gens, du coup devenir influent par l'inspiration. Et après, on les aide techniquement. On fait pareil avec les forces françaises de l'industrie. Merci beaucoup. Le temps est passé. Eh oui, déjà. Le roller coaster s'arrête, on atterrit. Très bien. Merci d'avoir fait partie de ce manège. Crié. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui. Je t'invite à signer ton ticket. Oh mon Dieu. Ah oui, on fait des choses bien. Et merci à tous les auditeurs de nous avoir suivis. Je vous invite à partager cet épisode autour de vous et merci encore d'être venus. Au revoir.